Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode du Courrier des auditeurs. Vous êtes en compagnie de Valentin Floquet. Et de Sassa. Et cette semaine, donc, nous allons vous parler bien sûr de l'actualité de la radio, les concours, etc. Mais aussi, on va répondre à quelques-unes de vos questions et vous remercier pour tous vos merveilleux courriers. Et donc, on va peut-être directement commencer... Par les concours ? Par les concours, et avant peut-être d'annoncer les concours en cours, alors, ça fait beaucoup de cours, hein. mais pour les concours en cours, on va d'abord faire encore des tirages au sort. Là, Oui. Ça y est, c'est le moment de gagner des lots. Alors, est-ce que vous êtes prêts ? On va vous parler du concours mensuel du mois de décembre et de ses gagnants. Alors pour rappel, ce concours était destiné à plusieurs décryptages sur le livre 80 mots de Taïwan d'Aurélien Rossanino. On vous demandait quels seraient vos 5 mots qui représentent le mieux Taïwan ou que vous associez à Taïwan et pourquoi. On vous a demandé vos propres mots, on a eu beaucoup de bonnes réponses. Très diversifiées. Très intéressantes. Ça nous a vraiment intéressé de voir vos mots qui vous associent à Taïwan. C'était très, très sympa à lire. Et donc, les cadeaux à gagner sont 5 porte-monnaies en forme de fruits. Oui, et donc nous venons de faire le tirage au sort tout à l'heure. Et les 5 heureux gagnants sont Thomas Beg, Elisabeth Oliveira, Daniel Villon, Nagmouchi Nouari et André Bio. On félicite bien tous les gagnants et aussi celles et ceux qui ont participé mais qui n'ont pas été tirés au sort. Ce sera peut-être pour la prochaine fois ou pour le concours de tout à l'heure. Oui. Parce qu'il y a un deuxième concours dont on va annoncer les résultats aujourd'hui. Oui, alors là c'était un mensuel, on va peut-être faire un trimestriel. Et en l'occurrence, c'est le concours trimestriel de la fin de l'année 2025, du mois d'octobre au mois de décembre. Et en l'occurrence, on vous avait posé comme question, sauriez-vous donner le nom d'au moins 2 pièces du musée national du Palais qui ont été exposées en République tchèque. Alors il y avait notamment, tu peux peut-être en donner, le fameux... Chou de jade, non ? Chou en jadéite, oui. Ouais. Ou encore... Tu en as une autre ? Non, moi, non, je me souviens pas, je l'ai pas non plus en tête, là, les autres, mais ça commence à faire un peu de temps qu'avec cette exposition. En tout cas, vous avez trouvé des réponses. Oui. Et il y a eu également 5 gagnants. Et cette fois, c'est une paire de tongs qui marche toute seule. Je sais pas si vous avez déjà eu ce jouet enfant, des dentiers qui marchaient tout seuls en les remontant, là. C'est le même principe, mais avec des tongs. Alors, ces 5 gagnants, pour avoir ce magnifique lot. Oui, je pense que c'est bien rigolo, notamment si vous avez des animaux de compagnie. Alors, les personnes qui ont été tirées au sort pour ce concours sont Paul Jamet, Emmanuel Nicodème, Uni Armor Orbit, Irène Barry et Jean-Michel Aubier. Félicitations. Félicitations et surtout, on va vous les envoyer le plus vite possible avec les temps d'envoi. Je voulais aussi vous rappeler que avec les nouvelles réglementations en vigueur en France et en Europe par rapport aux colis, il peut y avoir des surtaxes et si vous trouvez le coût de la surtaxe trop élevé, vous refusez le colis et on nous le renverra ici en théorie. Oui, alors je donne une petite précision aussi au passage à propos de tout ce qui est acheminement, puisqu'on a reçu un courriel très sympathique de Philippe Marsan qui nous a indiqué que malgré la guerre en Iran et le Golfe Persique et toutes les perturbations pour le courrier par avion actuellement, il va quand même nous transmettre par la poste aérienne le dernier numéro du magazine Radiophile. Donc encore un très grand merci de sa part. Et du coup, ça me permet peut-être de faire un petit point sur les rapports d'écoute avant d'enchaîner avec les questions. Vas-y. Pour donc remercier quelques personnes qui nous ont écrites cette semaine. Alors, on avait notamment Maurizio De Santis depuis l'Italie, Jacques Augustin, Paul Jamet, Nagmouchi Mouari d'Algérie, Christian Guibaudot, Aradia Raj d'Inde, Farid Boumechal d'Algérie, Thomas Beg, Reinash de l'Inde, Abdul Manan du Bangladesh, Eric Olivian Oros de l'Espagne, Rob Denbauer des Pays-Bas, Gilles Dupont. Et en courrier papier, ça fait toujours énormément plaisir de recevoir des courriers
Des rapports d'écoute en version papier, Hervé Duval depuis la France et Reginaldo Annonciação du Brésil. J'espère que je prononce bien. Merci encore à vous tous de nous avoir envoyé tous ces rapports d'écoute, malgré le fait que parfois, sur les ondes courtes, c'est difficilement audible. En tout cas, merci de nous suivre quand même sur les ondes courtes et également sur Internet. Alors, je voulais revenir un petit peu sur la question des colis. Oui. Puisque Paul Jamet nous avait fait un petit détail parce que j'en avais déjà parlé la semaine dernière de ces réglementations en France, etc. Et il me disait que c'était une taxe qui était destinée aux articles commandés et non à tous les colis. Mm-hmm. Mais sachant que des fois, même en passant les choses sous colis ou sous cadeau, ou peu importe l'intitulé de l'envoi, des fois, à la réception par la poste, c'est quand même taxé. Alors pour lui, selon lui, ou ce qu'il a compris de l'utilité de cette taxe, c'était de pousser à acheter français. En réalité, c'est plus pour rembourser le manque à gagner de la poste française, parce que il faut savoir que en lien avec les réglementations sur les postes et les accords au niveau des postes internationaux, la Chine reste un pays en voie de développement, et donc c'est à la France de payer tous les colis qu'on reçoit. Ah oui ? Oui. Je savais pas. Et là, il essaye un peu de refaire la balance en taxant ces colis de l'e-commerce. Mais du coup, c'est juste pour la Chine ou c'est en provenance de tout pays qu'il y a cette nouvelle taxe ? Je pense que c'est tout pays, parce qu'ils peuvent pas viser un pays principalement, mais c'est 99% de colis chinois, je pense. D'accord. Vu que l'e-commerce, avec tous les produits d'e-commerce, voilà. Et donc c'est pour ça aussi, surtout, qu'il y a ces 2 euros, et aussi pour peut-être un peu dissuader ces plateformes où les gens qui achètent sur ces plateformes d'acheter à travers ces modèles-là de commerce qui sont quand même pas forcément idéaux, que ce soit en termes d'environnement, en termes d'économie pour la France, etc. L'autre chose que je voulais développer aussi sur ce sujet, c'est qu'il parle aussi d'un entrepôt qui a fait faillite du jour au lendemain par rapport à cette nouvelle mesure. Ah oui. Et en fait, mais pour moi, c'est pas le problème de cette mesure, c'est le problème du modèle économique de cette société, puisque ils ont qu'un client. Ils ont que des clients chinois. Ils ont décidé de faire de l'entrepôt un modèle qui ne marche qu'avec l'e-commerce chinois. Et en business, en tout cas, c'est une des premières leçons qu'on apprend. Diversifier vos clients, diversifier vos ressources de revenus, parce que déjà, en avoir des importants, c'est difficile d'absorber les pertes si on le perd. Et là, c'est complètement le cas. Et ils ont vraiment du jour au lendemain perdu, donc pour tous les gens de l'entrepôt, leurs emplois, pour l'entreprise, ils ont perdu tout leur modèle de business. Donc pour moi, c'est une erreur des patrons qui devaient le savoir quand même en avance, que ça allait se finir comme ça, parce qu'ils surfaient sur quelque chose d'un peu risqué, quoi. Sur un vide juridique, en fait. Donc voilà. D'accord. Voilà. Merci pour cette précision. Voilà, donc merci à Paul Jamet. Tu devais pas répondre justement à une question qui était liée aux impôts. Ouais, si, plus large cette fois-ci. Voilà, je pense qu'on peut enchaîner là-dessus. Voilà, on va parler donc cette fois une question de Jacques Augustin qui demande en fait quel est le système des impôts à Taïwan, quelle est leur part en fait par rapport à la contribution, etc. Par rapport au salaire ou par rapport même au prix de la vie courante, notamment la TVA, etc. Donc j'ai fait un petit tableau, j'ai essayé un peu de synthétiser tout ça. Waouh, t'as pris ça très au sérieux là. En fait, le truc c'est que je trouve que c'est quand même assez... c'est plus simple de le faire comme ça que par écrit, à essayer de chercher chaque information ou de trouver des articles là-dessus. C'est mieux de le faire par tableau et d'essayer d'à peu près dégrossir la chose. J'ai essayé de le lire de manière correcte. Je vais faire une allusion à l'actualité française avec l'audition qui vient de se terminer en France pour la dépense du service public dans l'audiovisuel français, de la commission parlementaire. Et le rapporteur n'arrivait pas à lire un tableau correctement et donnait des faux chiffres. Donc voilà, j'ai essayé de faire mieux que lui. Voilà, pour pas donner son nom. Donc en fait, on va commencer déjà par le poids global des impôts sur les coûts de la vie des Taïwanais. Donc la part des recettes publiques issues, et je vais faire une comparaison avec Taïwan, entre Taïwan et la France, parce qu'on n'est pas forcément tous au courant de comment ça se décompose, voilà, réparti au niveau des taxes. Donc déjà, la part des recettes publiques issues des impôts, c'est 70% à Taïwan et 90% des recettes publiques via
des prélèvements obligatoires en France. Au niveau global des prélèvements, on appelle ça un niveau modéré, alors qu'en France c'est élevé. Au niveau de la structure, c'est en fait impôt plus taxes indirectes, alors qu'en France c'est impôt plus cotisation sociale et contribution. Donc Taïwan c'est vraiment impôt sur le revenu, c'est beaucoup plus simple en termes de fonctionnement. C'est impôt et taxes indirectes sur la consommation, etc. Donc ce qu'on peut dire, c'est qu'à Taïwan, l'impôt constitue une source majeure de financement, mais le niveau global de prélèvement reste inférieur à celui observé en France, d'à peu près 20% par rapport à la France. Ensuite, l'impôt sur le revenu, c'est un impôt progressif des deux côtés. Les tranches sont de 5% à 40%, alors qu'en France, c'est de 0 à 45%. Ensuite, la base, c'est le revenu mondial pour les résidents, c'est pour les deux pareil, c'est-à-dire que même si les gens habitent à l'étranger mais ont des revenus en France, ils payent les impôts, c'est ce que ça veut dire. La déclaration, c'est une déclaration individuelle plus prise en compte du foyer, alors qu'en France, la déclaration est toujours au niveau du foyer fiscal. Par ailleurs, au niveau des contributions sociales, comme par exemple la CSG, à Taïwan, il n'y a pas de CSG, alors qu'en France, il y a la CSG et la CRDS. Au niveau des cotisations sociales, à Taïwan, elles sont très limitées, il n'y en a pas beaucoup, alors qu'en France, elles sont très importantes. Au niveau de la logique fiscale, en fait, à Taïwan, c'est une fiscalité qu'on appelle classique, alors qu'en France, c'est fiscalité classique plus un financement social dédié à certains sujets. Ensuite, au niveau de l'assurance santé, on a donc la NHI à Taïwan. National Health Insurance, la sécurité sociale taïwanaise en fait. Voilà, et la France, c'est la sécurité sociale. Les deux sont des modèles d'assurance santé universelle et leur financement passe par des cotisations, de la participation des entreprises et des impôts, alors qu'en France, c'est cotisations sociales et impôts. Donc il n'y a pas une partie participative. D'autre part, les coûts pour la personne qui l'utilise est faible à Taïwan, alors que maintenant en France c'est variable mais largement remboursé. Ensuite, au niveau des aides sociales, notamment par exemple, on va commencer par le RSA, un revenu minimum. À Taïwan, il n'y a pas d'équivalent, il n'y a pas de revenu minimum pour les personnes qui n'ont pas de travail ou autre. Au niveau de l'assurance chômage à Taïwan, c'est limité que dans des cadres de contrats d'entreprise spécifiques. Mais en général, il n'y a pas d'assurance chômage, ou alors elle est aussi limitée dans ce qu'on peut cotiser à travers des assurances spécifiques. Mais ce n'est pas quelque chose d'universel. En France, donc, c'est structuré et surtout, en général, quasiment attribué à toute personne qui travaille sur un certain temps, même s'il y a un cadre légal au niveau du temps de travail minimum pour pouvoir toucher le chômage. Ensuite, donc, il y a les allocations familiales. À Taïwan, elles existent, mais elles sont modestes, elles sont très simples. C'est un tarif général par enfant, par mois, basé soit sur l'école dans laquelle on a inscrit nos enfants, que ce soit dans le privé ou dans le public, c'est des aides différentes. Mais elles sont très limitées et c'est très linéaire, en fait. En France, c'est plus développé, c'est un système complet en fonction des revenus, du foyer, etc. En tout cas, ce qu'on peut dire des aides sociales, c'est que la logique au niveau de Taïwan, c'est une assistance ciblée, alors qu'en France, c'est un système plutôt de redistribution large. Enfin, évidemment, à Taïwan, il y a aussi tout ce qui est fiscalité sur la consommation et autres taxes. Donc il y a la TVA à Taïwan et en France. Donc tenez-vous un peu, à Taïwan c'est seulement 5%, alors qu'en France c'est 20%. Et maintenant c'est un taux de toute façon décidé au niveau européen, si je ne me trompe pas. En tout cas, il y a moins d'impôts à Taïwan, mais il y a aussi moins de prestations sociales. Enfin voilà, c'est un autre modèle. C'est un autre modèle, et surtout au niveau du travail. Après, j'en ai pas parlé trop au niveau du chômage, mais en fait, il n'y a pas d'assurance chômage parce que Taïwan veut rester dans le plein emploi. On est encore même à des chiffres un peu trop faible en termes de pourcentage de chômage. Ouais, il n'y a pas assez de chômage entre guillemets pour les entreprises. Les entreprises, voilà, des fois elles ferment ou elles arrêtent des projets parce qu'ils n'ont pas assez de personnes à recruter en fait. Donc c'est le risque en dessous des 3% en général. On dit toujours le chômage le plus bas possible. Non, à partir de en dessous de 3%, il n'y a pas assez de turnover, il n'y a pas assez de remplacement. Il n'y a pas un nouveau vivier de personnes qui peuvent prendre des postes.
Il n'y a pas assez de personnes disponibles pour la demande. Voilà. Et donc, après, très rapidement, taxes spécifiques à Taïwan, il y a des taxes sur le tabac, l'alcool, des transactions au niveau bancaire. Et en France, c'est dans tous les secteurs. Je ne peux pas tous vous les annoncer, mais principalement, il y a 2-3 taxes comme ça spécifiques. Et enfin, il y a la fiscalité du patrimoine. Il y a des droits de succession et des donations. Et à Taïwan, en France, c'est des droits de succession, mais très élevés. À Taïwan, ils sont quand même moins élevés. Voilà. On comprend pourquoi la chanson Les Frères qui rappent tout des Inconnus, c'était en France et pas à Taïwan. Voilà. Et donc, merci à Jacques-Augustin pour cette question. J'ai fait vraiment un topo très rapide au niveau des chiffres, une comparaison entre Taïwan et la France. Je pense que c'était intéressant de parler des deux parce que si je m'adressais que sur Taïwan, ça pouvait être un peu trop vague. Alors, merci pour la question de Jacques-Augustin. Maintenant, on va passer à d'autres questions, dont une de Christian Guibaudot sur le futur du mémorial Chiang Kai-shek. Donc, Christian Guibaudot nous a interpellés suite à un titre d'actualité sur RTI, le 31 mars, qui disait « Projet de manifestation pour la transformation du mémorial Chiang Kai-shek, un symbole autoritaire au cœur de Taipei ». Alors, cette brève annonçait que le groupe d'action du 19 mai avait appelé le public à se rassembler le 5 avril sur la place de la Liberté à Taipei pour soutenir la transformation du mémorial Chiang Kai-shek dans le cadre des efforts de justice transitionnelle. En fait, ce mouvement du 19 mai organise des actions sous la bannière « Taïwan n'a pas besoin de mémorial pour un dictateur », afin de promouvoir la justice transitionnelle et le jour du souvenir de la terreur blanche, fixé le 19 mai. Est-ce que tu sais pourquoi ? Le 19 mai, non, aucune idée. C'était le jour de la mise en place de la loi martiale par Chiang Kai-shek en 1949. À noter que c'était l'une des plus longues lois martiales au monde, puisqu'elle a duré 38 ans, jusqu'à ce qu'elle soit levée par le KMT en 1987. Donc, Christian Guibaudot nous disait qui n'arrivait pas à comprendre ce que voulaient faire les membres de ce groupe d'action du 19 mai, parce que personnellement, il aime beaucoup le mémorial Chiang Kai-shek, et quand il est venu à Taipei, il a été très impressionné par cet endroit, à tel point qu'avant de quitter Taïwan, il a absolument voulu retourner le voir. C'est vrai que c'est vraiment un endroit très prisé par les touristes, quoi, qui est vraiment dans tous les guides touristiques, voire même sa photo est sur la couverture des guides touristiques, quoi. Donc, oui. Alors, Christian Guibaudot écrit encore « Certes, Chiang Kai-shek n'était pas un grand démocrate, mais pour moi, c'est lui qui a involontairement formé la nation qu'est Taïwan. Et si j'ai bien compris, pour Chiang Kai-shek, le déplacement à Taipei n'était que provisoire en attendant de retourner à Pékin. Est-il prévu de déplacer la statue du généralissime ?» Alors, on va parler de tout ça. Justement, Floriane y a consacré un décryptage le 7 avril, juste après la manifestation. Je ne vais pas tout répéter ici, bien sûr. Pour les personnes qui veulent en savoir plus, vous pouvez retrouver ce décryptage. Mais c'est vrai que, peut-être vu par les étrangers, le mémorial Chiang Kai-shek est un incontournable, mais pour certains Taïwanais, c'est aussi un lieu controversé. Je vais juste revenir sur ce que disait Christian Guibaudot, que c'est peut-être Chiang Kai-shek qui aurait involontairement formé la nation qu'est Taïwan. En fait, je ne suis pas vraiment sûre qu'on puisse dire ça, puisque comme l'a lui-même souligné Christian Guibaudot juste après, Chiang Kai-shek considérait Taïwan comme une base de repli pour la République de Chine, et son objectif était de reconquérir le continent et vaincre les communistes. Donc pour plus de détails, je vous renvoie vers une série de décryptages qu'on avait fait avec Alex Desmules, notre ancien stagiaire qui avait consacré son mémoire de master à la question. C'était vraiment très très intéressant. Et même si l'avis des chercheurs n'est pas unanime à ce sujet, d'après ses recherches, c'était vraiment une ambition réelle de Chiang Kai-shek de reconquérir la Chine, même si sur le terrain, les plans qu'il a échafaudés n'ont pas pu être mis en œuvre, notamment parce que les États-Unis ne l'ont pas soutenu. Et cet objectif n'a été abandonné que dans les années 70, peu avant la mort de Chiang Kai-shek. En tout cas, sous Chiang Kai-shek, dans les manuels scolaires, on apprenait l'histoire de la Chine et pas de Taïwan. On n'avait pas le droit de parler taïwanais, ni même bien sûr les langues autochtones, dans les écoles ou l'administration, et même dans la rue, c'était mal vu. Donc, certes, il y a des divergences de point de vue sur son héritage. Certains voient plutôt le verre à moitié plein
surtout sur le plan économique, et d'autres le verre à moitié vide en raison de la répression de la terreur blanche et son autoritarisme. Mais en termes d'identité, on ne peut pas vraiment dire que c'est lui qui aurait formé la nation taïwanaise. En fait, il y avait déjà un germe de sentiment taïwanais sous la colonisation japonaise, avec la tentative infructueuse de mettre en place une république de Formose en 1895 pour tenter de résister à l'annexion de Taïwan par le Japon, même si cette initiative n'a pas fait long feu. Alors pour revenir à Chiang Kai-shek, certes c'est lui qui a mené la République de Chine à Taïwan, mais tous les Taïwanais se reconnaissent-ils dans la République de Chine ? En fait, ça ne fait pas forcément l'unanimité à Taïwan. Et comme vous le savez, il y a certains Taïwanais qui souhaiteraient, depuis très longtemps déjà, instaurer une république de Taïwan, mais ce qui n'est pas possible parce que ce serait un casus belli pour la Chine. Enfin, ce serait considéré comme ça par la République populaire de Chine. Alors quand même, peut-être que Chiang Kai-shek a posé un jalon, peut-être effectivement involontairement ou malgré lui, puisque c'est contre la loi martiale et les autres mesures autoritaires qu'il avait prises que de nombreux Taïwanais se sont soulevés pour exiger une démocratisation, la liberté d'expression, ou même, comme je viens de le dire, pour certains militants, une constitution de Taïwan au lieu de celle de la République de Chine, à l'époque en prenant beaucoup de risques puisque la répression policière était sévère. Alors on pourrait presque dire que Chiang Kai-shek a fait l'unanimité contre lui, mais je dis bien presque, justement parce que en fait, il n'a pas fait l'unanimité contre lui. Il y a encore une partie des Taïwanais qui l'admirent. Et c'est là que j'en viens à une deuxième question qui nous a été posée par Jacques Augustin, qui nous demande « Est-ce que les Taïwanais âgés louent encore Chiang Kai-shek ou est-ce que c'est l'unité contre lui ?» En fait, je dirais que ça dépend des gens. Je vais te donner 2 exemples. Peut-être que toi, tu vas penser à d'autres tout à l'heure. Je pense qu'il y a sûrement proportionnellement peut-être plus de personnes qui louent Chiang Kai-shek parmi les descendants de Wei Changren, c'est-à-dire des gens venus du continent quand la République de Chine s'est repliée à Taïwan à la fin des années 40. Mais tous les descendants de Wei Changren ne sont pas admiratifs de Chiang Kai-shek, il ne faut pas généraliser. Et il peut y avoir d'autres personnes qui l'admirent aussi. Alors, j'ai discuté un jour avec un Taïwanais âgé qui encensait Chiang Kai-shek pour avoir fait la réforme agraire qui a permis aux petits paysans taïwanais, qui étaient des ouvriers agricoles, de devenir propriétaires des terres sur lesquelles ils travaillaient, donc au détriment des grands propriétaires. Et selon lui, sans cette réforme, Taïwan serait encore aujourd'hui une société de grands propriétaires terriens. Et donc je lui ai demandé, et du coup les plusieurs dizaines de milliers de victimes du massacre du 28 février 1947 et de la terreur blanche, il m'a dit, ça c'était obligé si Chiang Kai-shek voulait rester au pouvoir. Waouh, j'ai pas su trop quoi répondre à ce genre d'argument. Et à l'inverse, je connais par exemple une Taïwanaise âgée qui, elle, est très anti-Chiang Kai-shek et ce qu'elle a vécu à l'époque l'a marquée. Par exemple, à l'école, elle devait porter au cou un écriteau sur lequel était marqué « Je parle taïwanais, donc je ne suis pas un être humain ». Et elle m'a raconté que sa prof était sympa parce que dans d'autres classes, c'était carrément écrit « Je parle taïwanais, donc je suis un chien ou un cochon ». Et donc quelques années plus tard, quand elle était à l'université, elle était assez intelligente et des cadres du KMT l'ont approchée pour qu'elle intègre le parti, mais elle a toujours refusé. Et le jour de la cérémonie de diplôme, bien qu'elle avait réussi ses examens, elle n'a pas été appelée pour qu'on lui remette son diplôme et elle pense que c'est parce qu'elle n'a pas intégré le KMT. Donc à travers ces 2 exemples, on peut voir que vraiment en fonction du point de vue qu'on prend, de son vécu personnel, est-ce qu'on a des victimes dans sa famille ou pas, etc. Est-ce qu'on a des liens très forts avec la Chine continentale ou pas ? Eh bien, les Taïwanais peuvent avoir des visions très différentes de Chiang Kai-shek. Et dans l'histoire avec un grand H, entre guillemets, il y a toujours un tas de petites histoires plurielles. Et le problème, c'est que c'est difficile d'imaginer et de comprendre le point de vue opposé, dans les 2 sens d'ailleurs. Je sais pas toi si tu as des... Non, pas trop. Moi, je sais que c'est un peu tabou. Je pense toujours à ma famille, c'est là où j'ai le plus de conversations là-dessus. Enfin, mes beaux-parents sont très, très KMT. Très, 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 très KMT. Et je sais que leurs enfants parlent pas trop de politique à cause de ça. Mais j'ai l'impression que même mon beau-frère et ma belle-sœur sont très KMT aussi.
Mais après, être très pro-KMT, c'est pas forcément Oui, je sais. admirer Chiang Kai-shek. Et ça, le Ouais. problème, c'est là où j'allais en venir, ils sont très KMT. Donc, moi qui suis un peu entre les deux, je suis ni très KMT ni DPP, j'essaie au moins de rétablir un petit peu les faits quand ils racontent des choses que je trouve pas forcément très justes. Je sens que ça attise une animosité. Au final, je peux pas trop en parler, quoi. C'est ça. Et donc, non plus de poser la question sur Chiang Kai-shek et l'horizon de ce personnage. Mais en tout cas, personnellement, j'ai l'impression qu'à Taïwan, il y a autant d'avis sur la politique et sur l'histoire que de Taïwanais. Que, en fait, chacun a son propre point de vue. Et je crois d'ailleurs que c'est ça, pour moi, qui fait la principale différence avec la Chine. À l'époque, j'avais essayé de parler politique ou histoire avec quelques Chinois, mais en fait, ils étaient déjà, premièrement, réticents à parler. Et deuxièmement, ils disaient tous la même chose, c'est-à-dire qu'ils répétaient ce que disaient le gouvernement et la télévision. Ah oui, moi j'ai eu des expériences très différentes. Ah d'accord, Ouais. alors tant mieux. J'étais dans des petites villes. Ah oui, moi j'étais à Pékin. C'est la voie de la propagande. Alors quant aux jeunes Taïwanais, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui admirent Chiang Kai-shek. Il faut dire que dans les nouveaux manuels scolaires, la période de la Terreur blanche et du massacre du 28 février sont évoquées en fait actuellement. Et pour la dernière question de Christian Guibaudot, est-ce que la grande statue de Chiang Kai-shek dans le mémorial sera retirée ? Alors, les manifestants ont dit que c'était l'un de leurs objectifs, mais vu la sensibilité de la question, ça ne se fera probablement pas en quelques jours. Déjà, on a vu qu'il y a eu une amélioration ces dernières années, puisque à côté de l'exposition qui encense Chiang Kai-shek, il y a maintenant une exposition sur la démocratisation de Taïwan qui mentionne également les victimes. Alors, la deuxième raison pour laquelle ça ne va pas se faire tout de suite, c'est que quand le KMT était au pouvoir, il a inscrit le mémorial Chiang Kai-shek sur la liste du patrimoine. Donc, ça va être difficile de modifier. Et je voulais raconter une anecdote. Alors, personnellement, je suis allée là-bas il y a quelques mois avec une amie qui était intriguée par le personnage de Chiang Kai-shek. Alors, je me suis dit, tiens, ce serait bien d'acheter un livre justement sur lui ou sur l'histoire. Et j'ai fait toutes les boutiques de souvenirs, il n'y en avait aucune qui vendait des livres sur l'histoire et sur Chiang Kai-shek. Et j'ai dit, mais c'est pas possible, quoi. Et donc, je me suis dit, peut-être c'est parce qu'il y a des visions trop différentes sur Chiang Kai-shek et ils osent pas, en fait, ça pourrait susciter les critiques des Taïwanais d'un bord ou de l'autre. Mais bon, je trouve que ce serait bien quand même d'avoir une diversité de livres. Donc, j'ai écrit au mémorial pour leur demander... d'essayer d'encourager les boutiques à mettre des livres, parce que quand même, s'il y a un lieu où les gens auraient envie de creuser sur l'histoire, c'est bien là. J'espère que ce conseil sera écouté. Et dernier point, dire pourquoi le mémorial Chiang Kai-shek, c'est un lieu de controverse, mais qui ne sera pas si facile à réformer, c'est aussi simplement mentionner le fait que le KMT est encore l'un des deux principaux partis politiques à Taïwan, et d'ailleurs, il a actuellement la majorité au Parlement. Donc dans ce contexte, c'est quelque chose qui est encore assez sensible. Pour la justice transitionnelle, c'est pas facile, quoi. Voilà. Eh bien, c'est sur ce sujet peut-être un peu lourd, mais fort intéressant, avec les questions de Christian Guibaudot et de Jacques Augustin, qu'on termine déjà ce courrier des auditeurs. Et merci à tous d'avoir écouté cet épisode, et on vous dit à bientôt pour de nouveaux sujets. Aventures. De nouvelles aventures. Au revoir à tous, c'était Valentin Floquet. Et ça, à bientôt. Au revoir. Hello. Hello. Guten Tag.